Yaorana et bienvenue dans Manava. La Polynésie est un melting pot culturel et son histoire le prouve. La communauté chinoise a su y trouver sa place depuis plus de 150 ans. Pour nous raconter cela, j'accueille aujourd'hui Timmy Wong Yut, qui est président de l'association Sinitang, Ernest Sinchan, qui est docteur en psychologie, Roland Sam, qui est écrivain et entre autres auteur du livre Chim Sukung de Canton à Tahiti, et Denis Doyen, qui est généalogiste agréé. Décidément, je savonne. Timmy, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'association Sinitong? Oui. Bien le bonjour à tous nos téléspectateurs. Donc, l'association Sinitong, en réalité, c'est une fédération d'associations, puisqu'elle regroupe les 10 plus grosses associations chinoises présentes sur le territoire. Donc, l'association Sinitong existe depuis plus de 150 ans. Dans son existence, d'après les recherches qui ont été effectuées, donc, elle trouve ses débuts dans le secours mutuel des premiers Chinois qui sont arrivés à la plantation de M. Stewart. Donc là, on est à peu près milieu du 19e. C'est ça. Donc, aujourd'hui, elle prend la forme d'une association de loi 1901, basée sur la loi de juillet 1901. Et elle est présidée par un membre de chaque association tous les ans. On va entrer dans le vif du sujet, en l'occurrence l'origine de la communauté chinoise en Polynésie, Roland. Comment est-ce que les premiers travailleurs chinois sont arrivés à Tahiti et pour quelles raisons? Bonjour à tous. Concernant les premiers Chinois, ce n'est pas essentiellement ceux qui ont travaillé à Timauno de 1865 à 1873. Donc, il y avait déjà plusieurs dizaines de Chinois qui s'étaient installés en Polynésie dès les années 1850, puisque en 1851, on en a répertorié qui œuvraient déjà au marché de Papeete, dont une seule femme chinoise qui était enregistrée au registre des commerces. Sinon, la très grande majorité des Chinois installés en Polynésie, là, ils sont arrivés entre décembre 1865 et février 1866, donc à peu près 1 millier d'hommes chinois qui représentaient à l'époque 50% de la population masculine de Tahiti, ce qui était énorme à l'époque, puisque ensuite ce millier d'hommes, au départ, quand ils ont quitté Canton, ils étaient 1010. Il y en a 20 qui sont morts en cours de route, et après, sur les 3-4 premières années, on en avait quand même une trentaine qui décédaient de maladies tropicales et autres. Donc, c'est pour cela que l'on dit que Sinitong a été fondé par ces travailleurs chinois d'Atimono qui ont travaillé pour William Stewart pour le coton. Et par la suite, quand la plantation a fait faillite en 1873, la moitié d'entre eux est restée sur le territoire. Ensuite, et donc, ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose pour eux-mêmes et pour éventuellement leurs descendants. C'est comme ça qu'ils ont constitué l'association Sinitong dans le secours mutuel. Mais pas que cela, puisque les cantonais, eux, pour leur part, ils ont également constitué des associations les concernant les Punti. Et c'est comme ça ils ont institutionnalisé sous forme de foyer. C'est pour ça qu'il y a l'association du groupe des 7 villages qui existe, puisqu'il y avait 7 grands foyers qui réunissaient tous les Punti de l'époque. Pourquoi est-ce qu'on est allé chercher justement des travailleurs jusqu'à Canton? Alors, comment la situation historique de l'époque, beaucoup de colonies sont encore en place, qu'elles soient anglo-saxonnes ou francophones, et c'est une des raisons? Oui, c'est du fait qu'au départ, ça ne devait pas être des Chinois qui devaient arriver en Polynésie, c'était des Indiens. Mais l'Empire britannique a refusé qu'on fasse venir leurs Indiens. Donc, ils ont dit à William Stewart, tu prends d'autres personnes. C'est comme ça qu'il a été sur une autre colonie anglaise et qu'il a recruté des Chinois. Maintenant, le pourquoi, c'est du fait que durant cette période de 1860 à 1870,
les États-Unis d'Amérique, ben, ils étaient en guerre de sécession. Donc, c'était le Nord contre le Sud. Donc, tous les esclaves étaient monopolisés dans les deux différentes armées, donc pour les confédérés et pour l'autre, pour les unionistes. Pour l'Union, oui. Donc, du coup, le monde manquait cruellement de coton. Donc, c'est comme ça que William Stewart, étant venu plusieurs fois en Polynésie, il s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et donc, il a négocié plusieurs centaines d'hectares auprès de la chefferie d'Atimaono. Donc, en plus, la chefesse, c'était sa femme, entre guillemets. Donc, il a eu 2 enfants qu'on a retrouvés sur Aroya et autres. Et donc, ces travailleurs chinois, ben, on les a fait venir sur Atimaono pour qu'ils travaillent pour le coton. Et après, ben, quand la guerre de sécession étant terminée, ben, les autres colonies ont fait venir également des Indiens et les esclaves sont remis au travail. Et c'est comme ça que par la suite, comme on dit, il y a eu la faillite de Stewart. Ouais. Ernest, comment se sont adaptés ces premiers ouvriers quand ils sont arrivés en Polynésie? Je crois qu'ils ont vécu, en tout cas, ils étaient, entre guillemets, maltraités, exploités. Et puis, il y avait beaucoup de conflits internes. C'est d'ailleurs ce qui a amené à cette histoire autour de Shimsuko. On va en parler un petit peu plus tard. Oui, ça n'a pas été facile parce qu'ils étaient encore très clairement considérés juste comme des ouvriers, donc les coulis. Et en termes de nutrition et de soins, c'était très compliqué. Les conditions de vie, et effectivement, étaient très, très sommaires, très minimales. C'est sûr qu'ils en ont souffert. Et puis au niveau gestion santé, tout ça, hygiène, etc., c'était pas très bien tenu. Denis, alors, sur un point de vue, on va dire, de la généalogie, est-ce que tu peux trouver à la fois des lignées directes avec les premiers arrivants? Il y avait suffisamment de documents? Est-ce que les documents de l'époque sont suffisamment précis? Est-ce que ça te permet de pouvoir faire ton travail justement de généalogiste? Alors, en tant que généalogiste, il y a un document qui est très intéressant, c'est la fiche, ce qu'on appelle la fiche de police qui était établie lorsque ces personnes sont arrivées. Et en plus, sur cette fiche, il y a une photo. Donc, c'est très rare d'avoir une photo d'un ancêtre. Et ce qui est bien et pas bien, mais bien pour un généalogiste, c'est que ces personnes-là étaient repérées, entre guillemets, par des chiffres. Et là, il n'y a pas d'erreur possible, quoi. On sait qui est la personne. Par contre, je pense que ça ne devait pas être très bien pour la personne, peut-être pas à l'époque, puisque je dirais avoir des chiffres pour identifier une personne. Ces gens-là, quittant la Chine où ils rencontraient de plus graves problèmes, eux, ça ne devait pas les déranger d'avoir... Oui, parce que là, on est quand même, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, on est milieu du 19e, on est dans les conditions sanitaires et même humaines très, très moyennes. Et dans cette optique-là, quel était le statut des Chinois en Polynésie française à cette époque-là, Timmy? Ben en fait, comme dit Denis, chaque arrivant est fiché, hein, c'est une fiche de police. Mais en allant faire des recherches aux archives du pays, on peut aussi annexer à cette fiche de police certaines enquêtes plus sur la vie de famille, hein, sur la composition de la famille, avec quelle autre chinoise ce numéro Intel c'est mis. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait un numéro sur la fiche. Hein. C'est ça. Et les Chinois étaient identifiés par le numéro. C'est peut-être pour faciliter, je dirais, du point de vue de l'administration coloniale de l'époque, l'identification de cet étranger parce qu'il était considéré comme étranger. Chez les Chinois eux-mêmes, mon père, lui, qui est le Chinois 8350, lui, il a gardé ce numéro jusque dans les années 72. Oui, c'est les années 70 où on a commencé à avoir... où il a été on va en parler un petit peu naturalisé. plus tard, voilà, oui. Voilà. Donc, mes grands-parents sont connus de l'administration que par ce numéro-là.
Il y a certainement aussi, c'est ce qui explique l'octroi de ce numéro, c'est que les patronymes, ce qu'on appelle le xiang chinois, étaient pas aussi bien orthographiés ou du moins reportés dans les registres. C'était très approximatif. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, je dirais, au sein de la communauté elle-même, les Chinois se reconnaissaient par leur xiang. Donc, ce rattachement un peu filial, enfin... Oui, même leurs origines, et ils ont réussi à protéger... Pas le nom. Voilà, par le nom entre eux, puisqu'ils connaissaient évidemment leur nom et leurs origines, alors que l'administration leur donnait un numéro. Voilà. Et donc, cette communauté a pu effectivement créer des liens grâce au maintien de la reconnaissance, pas le xiang, pas le nom. Ce qui est très très important, puisque par la suite, ça a permis de pouvoir avoir les noms sur les cartes d'identité. On va en parler juste un petit peu ensuite. Roland, tu nous parlais tout à l'heure, il y a eu différents événements, dont celui de Shim Sukong. On va prendre cet exemple-là parce que ça va montrer aux gens quelles étaient les conditions et comment la communauté était traitée à cette époque-là. Tout d'abord, je voudrais rebondir sur l'histoire des immatriculations, donc les matricules, puisqu'il y a eu 2 immatriculations concernant les Chinois. Donc, il y a une première immatriculation concernant les 1010 premiers Chinois et une deuxième immatriculation à partir des années 1890. Donc, il y en a qui se sont retrouvés avec 2 numéros différents. Ensuite, un autre énorme problème que nous rencontrons, puisque je suis également président de l'association des descendants chinois d'Atimaono. Donc, un autre gros problème que nous rencontrons, c'est qu'on n'a pas toutes les fiches de police. On a peut-être 20%, même inférieur à 20%. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'y a aucune photo, sauf concernant les Chinois qui ont établi une postérité localement, c'est-à-dire qui ont épousé ou qui se sont unis avec des Polynésiennes et qui n'ont pas obtenu la nationalité française. Donc, à partir des années 1900, c'est que la moitié d'entre eux qu'on a des photos. Si les photos sont restées collées sur les fiches de police. Donc ça, c'est un autre problème. Mais le travail est... pour un généalogiste, alors le travail doit là être très 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 compliqué. Ah bah c'est pas simple, mais je veux dire, avoir une photo, même si on les a pas sur tous les actes, avoir une photo d'un ancêtre, surtout à cette époque-là, 1850, c'est très rare, quoi. En Polynésie... moi j'appelle ça les fiches de police, parce que c'est vrai qu'au dos de cette fiche, il y avait tout le parcours du chinois en Polynésie, quoi, hein. Mais les fiches de police, il y en a eu sur d'autres personnes, même les colons de l'époque ou les Tahitiens, hein. Il y a c'était une pratique on va dire, assez courante dans les colonies. Donc c'était pas que pour les Chinois qui arrivaient, quoi. On avance un petit peu, cette communauté s'est installée, comme disait Roland tout à l'heure, ils se sont mariés, tout ça. Il y a eu pas mal de tensions. C'est pour ça que je voulais revenir aussi sur cette affaire, sur ce fait tragique de Shim Sukong, et qui montre qu'à l'époque, on va dire, la justice était relativement expéditive. Tu peux nous en parler en quelques mots ? Oh là là, il y a beaucoup de choses Roland, à dire. en quelques mots. Puisque ayant travaillé personnellement sur cette affaire, l'affaire de Shim Sukong, il faut savoir que les Chinois étaient vraiment exploités. Ils étaient payés à 20 francs par jour. Ils devaient travailler 6 jours sur 7. Et le 7e jour, ils devaient travailler le dimanche quand ils étaient punis. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas assez bien travaillé. Ensuite, ce qui était rigolo à l'époque, les Puntis suivaient les Hakka et les Hakka suivaient les Puntis. Donc, c'est comme ça que déjà là, dans la communauté, il y a déjà des tensions. Ensuite, historiquement, les Chinois qui sont arrivés, d'un côté, ils ont fui également la Chine. C'est du fait qu'il y a eu la guerre entre Hakka et les cantonais, entre autres. Donc, il y a eu quand même quelques millions de victimes. Donc, ils ont fui aussi via les seigneurs de la guerre qui exploitaient, qui tuaient à tir larigot, donc qui volaient les villages, donc la misère. Donc c'est pour ça que tous ces Chinois-là, ils avaient déjà entre eux toute cette animosité entre ethnies.
Ensuite, l'affaire Shimsukung, oh là, c'était une bataille rongée entre Punti et Hakka. Maintenant, c'était la deuxième bataille rongée, donc, puisque cette bataille rongée a eu lieu en mai 1869, mais à l'occasion de la première fête de la Lune au mois d'août 1868. Donc, c'est là qu'on a vu apparaître les premiers dragons, puisque la reine Pomare IV était vraiment impressionnée par ce dragon qui virevoltait devant tout le monde avec les pétards. Donc, ils ont commencé à Timauno, ils ont commencé à faire des démonstrations de danse, d'arts martiaux. Donc, ils avaient déjà commencé à fourbir quelques armes blanches. Et donc, après, plus l'alcool qui se vendait par une des chefesses d'Atimauno. Donc, l'alcool, plus les sévices, plus la malnutrition. Entre parenthèses, il y avait un hôpital des hommes et un hôpital des femmes. Mais les étrangers qui étaient les travailleurs d'Atimauno n'y avaient pas droit. Ensuite, parmi les travailleurs, il n'y avait pas que des Chinois. Il y avait énormément, moi je dirais, des esclaves, puisqu'il y avait des personnes qui étaient exploitées du Vanuatu, de la Calédonie, de l'île de Pâques, de Rarotonga. Donc, c'était vraiment une vie très terrible à l'époque, quoi. Donc, la bataille rongée, ils étaient au moins 120 à 150 à se taper dessus. Alors donc, l'administration coloniale de l'époque, ils ont d'abord arrêté une trentaine de personnes. Sur les trentaines, ils se sont dit ça fait un peu trop à exécuter. Ils ont réduit à une douzaine et après, ça s'est réduit à 4. Et après, au jeu du tirage au sort, c'est tombé sur Shimsukung. Maintenant, on a arrêté près de 80 rebelles, entre guillemets. Sur les 80, il y en a eu 20 qu'on a expédié par le premier bateau sur la Cochinchine, donc l'Indochine du Vietnam. Donc une des colonies françaises de l'époque. Une vingtaine qu'on a envoyé sur les îles Marquises, une vingtaine qu'on a envoyé à Hawaï, et après le reste, on a foutu en prison. Et après, ensuite, n'oublions pas qu'à l'époque, il y avait également un problème, comme on dit, civil, puisque le commissaire impérial il était en bisbisque avec le juge impérial, avec le médecin impérial. Donc, tout ce beau monde-là voulait le destituer. Alors, donc, il avait commencé à faire arrêter le juge impérial. Donc, et après, il y a eu l'affaire d'Atimauno, cette bataille rongée. Et donc, on a arrêté, donc, on a mis en procès 8 personnes. Ensuite, sur les 8, on en a gardé 4. Mais ça a été relativement expéditif quand même. C'était expéditif puisque le juge, qui n'était pas un vrai juge, c'était le médecin de l'époque. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a une bataille d'interprètes. On avait le cantonnier celui qui comprenait le Hakka, il traduisait le Hakka, il traduisait en anglais, il traduisait en français. Donc, c'était une bataille d'interprètes. Finalement, personne n'a rien compris. C'est une grande incompréhension qui était liée à l'attitude de l'époque. Ernest, comment je veux dire, la communauté chinoise a réussi à garder son identité, on va dire, avec toute cette alors je vais dire le terme oppression qu'il y avait de l'extérieur vis-à-vis d'eux, et comment est-ce qu'ils ont réussi à ensuite évoluer et se fondre dans le paysage polynésien. Oui, jusque dans les années 50-60. Je crois que c'était clos. C'était une communauté qui était close, particulièrement regroupée autour du marché. Donc c'était un peu le Chinatown, le petit Chinatown. Et du coup, ça permettait en même temps, ça a d'une certaine façon sauvé des valeurs et des principes chinois, notamment dérivés du confucianisme, et qui ont permis du coup de garder à la fois s'intégrer en Polynésie. Oui. Comme l'a dit Roland, beaucoup étaient peut-être mariés aussi avec des Polynésiennes. L'intégration n'était pas si évidente que ça. Jusqu'aux années 50. C'était très tendu. Tous les textes que j'ai lus, j'ai pu voir. Les alliances non plus n'étaient pas autorisées, entre guillemets, des deux côtés d'ailleurs. S'il y avait alliance, c'est certainement pas pour des motivations parfois pas toujours saines. Il y avait un intérêt, pour faire très clair. Je veux bien, Timmy, qu'on aborde le sujet de la francisation des noms de famille et de la façon dont ça s'est passé en quelques mots aussi. Alors quand j'ai dit quelques mots en râlant tout à l'heure... Il vaut mieux que je ne parle pas de ça. C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, donc... En fait, les premiers Chinois, enfin, je dirais les premiers Chinois, pas les premiers Chinois, mais ceux de la seconde et troisième génération,
on peut les considérer comme quasiment des apatrides. C'est des gens qui n'ont pas de patrie, quoi. Ils sont étrangers dans ce pays. Et Comment est-ce qu'on a procédé pour leur donner des papiers d'identité français? tout simplement, il a fallu que quelques Chinois un peu érudits, qui ont fait des études, fassent la demande au président de la République pour pouvoir donner la naturalisation française aux Chinois qui sont nés. La génération suivante, celle qui est née en Polynésie. Qui est née en Polynésie. Et donc, moi, de ce que je sais, mon père, lui, il a été naturalisé en 1972. Et par l'effet de cette naturalisation, tous les enfants ont acquis la naturalisation française. Disons que ça a permis une reconnaissance de ces citoyens qui sont nés en Polynésie, enfin sur terre polynésienne, de parents étrangers. Parallèlement à ça, il y a eu fermeture donc, des écoles chinoises. Parce qu'auparavant, les Chinois ne pouvaient pas aller, étant étrangers, ne pouvaient pas bénéficier de l'école publique. Et donc, les écoles chinoises ont été fermées. Notre génération, on a pu bénéficier effectivement de notre inscription Et une partie des noms de famille ont été francisés aussi. Et une partie des noms de famille ont été francisés, je dirais, plus par la phonétique. Voilà. Oui, c'est ça. Par la phonétique, avec plus ou moins de réussite. Je cite mon cas personnel. Dans ma famille, mes oncles et tantes n'ont pas le même nom, une fois francisé. Mais on se rattache quand même au Siang, qui est la famille Vong. Et je dirais, l'état civil a rajouté au patronyme Vong un deuxième terme qui fait que d'une famille Vong d'origine, on se retrouve avec 6 autres familles différentes, avec des noms différents, des noms de familles différents. Parce que très clairement, ça a été fait de façon... Alors, ça a été fait, dans mon cas... Avec peu de moyens, on va dire, là, c'est généalogiste. Non, mais c'est exactement ça. Ça donne une difficulté au travail des généalogistes, puisque les noms... mon père, par exemple, il s'appelait Vong Nyuk Liang. Son prénom, c'était Nyuk Liang. Et donc, en francisant, le Nyuk est devenu Yut. Juste par phonétique. Et donc, parce qu'il faut savoir que les personnes qui les recevaient, en fait, Léon, voilà. n'avaient soit pas cette culture-là, n'avaient pas les connaissances, ne connaissaient pas la langue. Et donc, et puis, je le redis encore, mais c'était fait de façon un peu expéditive. Cette notion de francisation, elle est venue de là aussi, c'est parce qu'il n'y avait pas les connaissances nécessaires. Denis, je pense que c'est ça. Tout à fait, oui. Et qu'on a fait de l'à peu près, et on s'est dit, bon, voilà, ça fera comme ça. Il y avait cette notion, on rajoute les chiffres dessus qui ne donnaient pas les précisions non plus. Et on a fait comme ça pour donner les noms de famille à certaines familles. Il y a un travail qui est mené actuellement au sein du Sinitong avec les membres de la commission culturelle de Sinitong. Pour justement établir cette lignée entre les noms d'origine et les noms après francisation, de manière à ce que chacun des descendants se reconnaisse dans une lignée. Voilà. Parce que comme tu dis fort justement, toi, il y a 6 familles, mais qui n'ont pas spécialement de lien. C'est ça. C'était juste en termes de sonorité. Ernest, comment avec tout ça, on réussit à perdurer, à faire perdurer son identité? Je vais quand même revenir sur... C'est toi qui fera la conclusion, alors. Ce que dit Timmy par rapport au fait qu'il est nécessaire, effectivement, de répertorier tous les noms romanisés en particulier qui appartiennent au même Siang, qui sont affiliés au même Siang. C'est nécessaire dans la mesure où, souvent même, par rapport à l'histoire de l'interdit d'alliance, de la règle exogamique d'alliance, il faut aller chercher effectivement hors du clan. Il faut chercher un compagnon ou une compagne qui soit
pas du même patronyme, qui n'ont pas le même ancêtre. Ils ne doivent pas avoir le même ancêtre. Hein. Du coup, il y a effectivement, ça amène souvent cette histoire-là. Ça amène des problèmes familiaux très importants. Il y a eu même des couples qui se sont suicidés. Hein, et des histoires assez dramatiques quand même, parce qu'ils se sont aperçus après Oui, parce seulement. que par le manque de connaissances des Voilà. origines, on peut se retrouver avec des problèmes beaucoup plus complexes. Voilà. Et c'est pour ça que il est important de répertorier justement par rapport à tous ces 90, mais je crois qu'il y en a plus maintenant. À l'époque, il y avait 90 patronymes. Et, Ouais, c'est ça, pas loin d'une centaine, c'est ça, c'est ce que j'ai Ouais. lu aussi. Ouais. ouais. Bah, écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. On voit que le sujet est très intéressant, très vaste, complexe. On fera d'autres émissions sur ce thème-là parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens et on voit que ça soit histoire, généalogie, même l'histoire sociale, économique, c'est très très intéressant. Donc on refera d'autres émissions à ce propos et on sera ravis de vous réinviter. Cette émission sera en replay sur TNTV, sur le site de TNTV. Bonne fin de journée avec TNTV.